Alors, l'ami Patrick de Fontbressin, avocat au Marche comme barreau ça. de Paris, Là, c'est maître bon, de c'est bon. conférence Je à touche à rien, Paris hein. 11, Bon, très bien, merci et qui est en même temps un grand spécialiste de la Ah. Qu'est-ce que vous Convention voulez que je fasse? européenne des D'accord. droits de l'homme, ce qui va lui D'accord, permettre merci beaucoup. de nous parler des atteintes à la dignité humaine et à faire la part dans ces atteintes de ce qui peut incomber à la pratique médico-chirurgicale. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je tiens d'abord à vous dire combien je suis à la fois honoré et heureux de pouvoir intervenir devant vous sur ce thème qui est un thème fondamental de la dignité de l'information et au demeurant combien délicat. S'agissant du respect de la dignité humaine et de la Convention européenne des droits de l'homme, je crois qu'il convient tout d'abord de retracer le cadre. Et on serait bien en peine de trouver dans le texte de la Convention européenne des droits de l'homme le mot de dignité, aussi curieux que cela puisse paraître, car le mot de dignité n'y figure pas. Alors, ne pensons pas qu'il ait été absent de la pensée de ses rédacteurs, loin s'en faut, car très vite, bien sûr, la jurisprudence a témoigné du contraire. Et lorsque l'on lit aujourd'hui l'article 1er de la Charte de l'Union européenne sur les droits fondamentaux, intégrée dans le traité de Lisbonne, il est bien évident que la notion de dignité y figure en toute première place. Cela dit, la notion d'information, et d'information du médecin en particulier, ne figure pas davantage que la notion de dignité dans le texte de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors allez-vous me dire, pourquoi parlez-vous de la Convention européenne des droits de l'homme si ni la dignité ni l'information n'y figurent? Et on pourrait immédiatement s'arrêter là. Eh bien, il faut retracer progressivement les étapes au travers desquelles la Cour européenne des droits de l'homme a eu à aborder cette notion. Il faut tout d'abord savoir que ces droits de l'homme, issus de la Convention européenne des droits de l'homme, nous concernent tous, bien sûr, et nous concernent à deux titres. Très rapidement, si l'on reprend la genèse de la Convention, il faut savoir qu'elle a été édictée dans une perspective qui était celle de l'effet vertical, c'est-à-dire de la défense des droits fondamentaux de l'individu à l'encontre de l'État. Et puis très vite, sous l'influence de la jurisprudence, et sous l'influence de la doctrine, bien sûr, spécialement de la doctrine allemande, les théories de la Drittwirkung, l'on est arrivé à la notion d'effet horizontal, au terme de laquelle on a pu considérer que ces droits et libertés garantis par la Convention s'appliquaient aux relations interindividuelles et que l'État devait garantir le respect des droits et libertés fondamentaux dans le cadre des relations interindividuelles. À défaut, l'État pouvait être condamné. C'est donc sur le fondement d'un certain nombre de textes que l'on peut aborder et que la Cour, en filigrane, la Cour de Strasbourg, a en filigrane pu amener à une réflexion sur cette notion de dignité. Tout d'abord, l'article 2 de la Convention relatif au droit à la vie. Ensuite, l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de l'intimité de la vie privée. Et puis, un texte qui, vous allez me le dire immédiatement, ne saurait vous concerner, bien sûr, mais qui mérite qu'on le cite, malheureusement, l'article 3 de la Convention relatif au traitement dégradant et inhumain. S'agissant de cet article 3, relatif au traitement dégradant et inhumain, il traite bien sûr au premier chef de l'atteinte à l'intégrité corporelle. Et c'est sous l'angle de cette atteinte à l'intégrité corporelle que s'est posée la question de l'administration des soins forcés en milieu carcéral. En milieu carcéral et également, d'ailleurs, dans les asiles psychiatriques. Tout au début, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré, faisant confiance aux médecins, que, sauf à rapporter véritablement la preuve de traitements dégradants et inhumains en tant que tels, on ne pouvait pas considérer qu'il y avait lieu d'admettre que des traitements qui avaient été donnés par des médecins pouvaient être considérés comme étant dégradants et inhumains en milieu carcéral. Mais à compter de 2001, dans un arrêt Kinan contre le Royaume-Uni, la jurisprudence de la Cour a évolué. Et on a considéré qu'il convenait que la Cour soit particulièrement attentive aux conditions dans lesquelles les traitements avaient été infligés.
Ce n'était bien sûr pas un renversement de présomption, quel qu'il soit, à l'égard des médecins, mais c'était la volonté de préserver la personne vulnérable. C'était la volonté de permettre d'évoluer vers une possibilité de choix. Choix, si limité soit-il, bien sûr, en milieu carcéral, mais qui devait, dans une certaine mesure, demeurer préservé. Et cette évolution s'est faite ressentir ultérieurement sur un autre thème, dans un autre domaine, qui était celui du droit à la vie, au titre de l'article 2, avec un arrêt qui ne concernait pas le médecin en premier chef, mais dont un extrait mérite particulièrement d'être cité. Il s'agissait de cette fameuse affaire Preti contre le Royaume-Uni, dont vous avez certainement tous entendu parler, qui concernait une femme qui demandait que son époux puisse l'assister dans son suicide, alors que la législation britannique l'interdisait. Et la Cour européenne des droits de l'homme ne l'a pas suivi jusque-là, considérant que le droit à la vie ne pouvait pas, par définition, permettre d'admettre pour autant le droit à enlever la vie. Mais que, s'agissant du droit à l'autodétermination ou du droit à l'autonomie personnelle, une possibilité pouvait être admise au titre de l'article 8. Et c'est ainsi que, se fondant sur la question sur le terme de dignité, la Cour a pu juger que la dignité et la liberté de l'homme sont l'essence même de la Convention, vous voyez qu'elle était absente mais qu'elle y figurait bien, sans nier en aucune manière le principe du caractère sacré de la vie protégée par la Convention. La Cour considère que c'est sous l'angle de l'article 8 que la notion de qualité de la vie prend toute sa signification. Article 8, respect de l'intimité de la vie privée, bien sûr, et je vais y revenir dans quelques instants. Vous allez voir à quel point le propos est important de ce chef. Comme la Cour a déjà eu l'occasion de l'observer, la notion de vie privée est une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive. Elle recouvre l'intégrité physique et morale de la personne. Bien qu'il n'ait été établi dans aucune affaire antérieure que l'article 8 comporte un droit à l'autodétermination en tant que tel, la Cour considère que la notion d'autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l'interprétation des garanties de l'article 8. Alors, lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation, qui était cité tout à l'heure, un arrêt de juin 2010, aborde la question de l'obligation de l'information du médecin ou du chirurgien sous l'angle de l'article 8, eh bien, c'est sous cet angle de la notion de choix ou d'autodétermination qu'il semblerait, au premier chef, que l'on doive se placer. Cela dit, n'en concluons pas trop vite que cet arrêt va dans un sens qui permettrait de considérer de manière absolument certaine que l'obligation d'information est attachée à la dignité. Certainement pas. Certainement pas parce que nous sommes en présence, précisément au titre de l'article 8, d'un véritable conflit de droits de l'homme. Il faut à cet égard rappeler que s'agissant des traitements dégradants et inhumains, dans une autre affaire qui avait pour fondement l'article 3 de la Convention, article 3 relatif à ces traitements dégradants et inhumains, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que elle l'a jugé à de multiples reprises, que consistaient en des traitements dégradants et inhumains des actes qui suscitent chez l'intéressé des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et physique. Et là va se poser toute la question des limites de l'information et de l'information en tant que telle. Lorsque le médecin, lorsque le chirurgien va donner une information qui est une information qui risque de porter atteinte à la santé morale de son patient, doit-il le faire? N'y a-t-il pas ainsi un conflit évident entre ce que, d'une part, la Cour de cassation a prétendu dans cet arrêt, au demeurant isolé, être une atteinte à la dignité humaine au titre du devoir d'information, et l'atteinte à la dignité humaine qui peut consister dans le fait de créer une peur, un sentiment d'angoisse ou d'infériorité chez un patient. Voyez à quel point, partant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3, bien que la Convention en aucune manière ne fasse de distinction qui nous permette de dire que nous sommes dans le cadre du propos qui nous occupe aujourd'hui, il peut y avoir une réflexion à mener sur les limites qui peuvent être imposées au médecin dans son information et qui ne peuvent être jugées que par sa conscience.
Car c'est à cela que nous en revenons, c'est à cette notion d'indépendance et de conscience du praticien, de conscience à laquelle il ne peut pas y avoir de confiance, et c'est la relation confiance-conscience qui doit l'emporter, que doit se trouver le débat. Et il y a, à cet égard, si l'on entend parler de la Convention européenne des droits de l'homme, son application dans les relations interindividuelles et de cette obligation d'information du médecin et du respect de la dignité humaine, un concept qui ne devrait en aucune manière nous échapper. Celui-ci, c'est le principe que Marc-André Essen, qui fut pendant longtemps le greffier de la Cour européenne des droits de l'homme, auteur d'ouvrages absolument remarquables, précisément sur la relation interindividuelle, sur l'effet horizontal de la Convention, mettait en évidence, c'est ce principe de proportionnalité. Toute la Convention européenne des droits de l'homme repose sur le principe de proportionnalité, au même titre que sur le principe d'effectivité. Et si l'on veut que les droits de l'homme soient effectifs, il faut qu'ils soient perçus dans une relation qui est toujours celle de l'équilibre et de la proportion à la lueur de laquelle la Convention a été édictée. Par conséquent, il ne s'agit pas de partir de présomptions qui seraient des présomptions de culpabilité à l'égard de quiconque et qui pourraient résulter d'un renversement de la charge de la preuve qui était évoqué tout à l'heure, mais il s'agit de se placer dans une perspective d'équilibre. Je dirais pour en terminer que nous pourrions aussi, si l'on faisait un rapprochement avec deux autres textes de la Convention, réfléchir à cette question sous un autre angle. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme est celui qui concerne la liberté d'expression et d'information. Nous savons tous que cet article ne concerne bien sûr pas les médecins et concerne a priori essentiellement les journalistes ou le discours politique. Mais cet article 10 a un alinéa 2 qui permet, nonobstant ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression, parfois de le limiter dès lors qu'il peut porter atteinte à la morale ou à la sécurité ou à la santé ou à la sécurité publique. Eh bien, lorsque l'information du médecin peut porter atteinte au psychisme de son malade, ne convient-il pas, de la même manière, de se référer aux dispositions de cet article 2 qui vise l'expression et l'information? Et, d'une autre manière, nous savons que, s'agissant de la présomption d'innocence, s'agissant des gardes à vue, s'agissant des mis en examen, l'article 6 de la Convention a donné lieu à une vaste jurisprudence relative au droit au silence. Eh bien, ne conviendrait-il pas parfois d'accorder aux chirurgiens ou aux médecins, au nom de sa seule conscience, le droit au silence, sans pour autant le transformer en un présumé coupable, alors qu'il doit être présumé innocent? Merci, maître, de cette brillante démonstration qui, je crois, a été fort bien entendue.